Bonjour, je suis Evelyne et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Les mots bourlingués. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui des histoires éclectiques d'auteurs généreux. Je commence avec Le Million de Sophie Loubière. Juliette regarde son mari lancer la roue de toutes ses forces. Celle-ci se met à tourner. Dans un instant, sous le feu des projecteurs, Monsieur et Madame Courtier seront millionnaires. Juliette se souvient de leur première rencontre sur les bancs de la faculté. Tous deux suivaient alors des cours de médecine, sans conviction. Elle s'était pliée aux souhaits de ses parents, mais n'avait aucune envie de soigner des gens. Lui semblait assez doué pour les études, mais s'intéressait plutôt à l'anatomie féminine. Un soir d'automne, Pascal et Juliette prirent la décision de rejoindre l'Ardèche en autostop afin d'y établir un commerce de miel. 3 mois plus tard, Juliette faisait caissière dans une supérette à Pont-Saint-Esprit. Issue d'un milieu bourgeois, Juliette en rejetait tous les principes. Chez les Dubreval, on se vouvoie de mère en fille, et cela, elle ne pouvait le supporter. La liberté n'a pas de prix. Mettre les mêmes chaussettes plusieurs jours d'affilée lui convenait parfaitement. Ainsi, un soir de février, Juliette épousa Pascal. Elle avait les doigts gelés et lui fêtait son premier emploi. Ses études interrompues, le garçon s'était rabattu sur le concours des postes. « La sécurité de l'emploi, ma chérie », avait-il dit à Juliette. « Ça juju, comme il disait. » Cela aussi, Juliette lui pardonnait. Seulement, Juju pardonnait trop. À force de concessions, elle avait perdu le goût aux choses et comparait ses journées à ces boissons édulcorées qui finissent par laisser un goût écœurant dans la bouche. Sur le plateau télévisé, la roue tourne. Des cris enthousiastes fusent de part et d'autre du public. Juliette sent son cœur battre plus fort. Assise sur la petite estrade aménagée pour l'émission, elle fixe la roue à quelques mètres devant elle. Les sommes s'égrènent. 100 000, 500 000, le million. Il faut le million. Il le faut, à tout prix. Juliette en a des sueurs froides. Dans sa tête, les images du passé se déroulent si vite qu'elle en ressent presque un vertige. Juliette se souvient de ce jour où son Jules est revenu du travail avec un ticket de jeu. « On ne sait jamais, hein, avait-il dit gaiement. Puis il avait gratté son ticket avec fébrilité avant de secouer ses bacchantes. « Eh ben, Juju, c'est pas cette année qu'on va devenir riche. » Devenir riche. Juliette pouvait tout lui pardonner, sauf l'idée qu'il s'intéresse à son compte en banque. Et ce pouce qui grattait chaque semaine une ribambelle de tickets lui donnait la nausée. « Allez, Juliette, rejoignez votre mari sur le plateau. » Un micro collé sur la bouche, l'animateur serre M. Courtier contre son épaule, lequel, rouge vif, transpire abondamment. Eh bien, il l'a eu, son ticket gagnant. Des visages hagards se tournent vers Juliette. Elle les entend crier « Juliette, Juliette !» Mais Juliette ne bouge pas. « Fais pas la timide, Juju !» lui crie son mari. Heureusement, dans un instant, la roue s'immobilisera et c'en sera fini des Juju. Une trop forte émotion et boum ! Par terre, le millionnaire. Ce matin, Madame Courtier a substitué au bêta-bloquant que prend chaque jour son mari
à un cachet de paracétamol. L'idée a germé dans son esprit lorsque Marie-Mathilde a offert à son père un pilulier pour sa fête. Alors, fini les jujus, la sécurité de l'emploi, la supérette. Fini le gros pouce du mari sur les tickets de loterie. Dans quelques secondes, il va claquer. Lorsque l'ambulance emporta le corps de Juliette Courtier, son mari eut un étourdissement sans gravité. Le médecin qui avait tenté de ranimer son épouse s'était immédiatement occupé de lui. Victime d'une crise cardiaque sur le plateau de télévision, Juliette Courtier ne sut jamais combien gagna son mari. Je continue avec une sacrée belle journée de Paul Guimard. Pas plus tard que tout à l'heure, aussitôt après avoir mené les vaches au champ, pendant que le grand-père ira s'asseoir à l'abri du vent dans le creux de la haie qui est à côté de la barrière, je profiterai du moment où il roulera une cigarette pour sauter par-dessus le petit mur de pierre qui borde le champ en face de la mer. Et, ni vu ni connu, cause toujours. Il sera trop occupé pour me voir. Il ne m'appellera pas. Voilà l'important. C'est plus fort que moi. Quand il m'appelle, je reviens. Je n'ai pas envie de revenir, mais je reviens. Pourtant, si je voulais, ce n'est pas lui qui pourrait me rattraper. Il n'est même plus capable de marcher. Tout de suite, il s'arrête. Il tousse et il crache. Il ne me rattraperait sûrement pas, mais quand je l'entends m'appeler, il n'y a rien à faire. Je reviens. Allez donc y comprendre quelque chose. Il me fait mettre à côté de lui, et c'est encore un après-midi de foutu. Il faut que je l'écoute, radoter ses histoires. J'aime encore mieux quand il ne dit rien. J'en ai par-dessus la tête de l'entendre raconter toujours la même chose. Et que sa belle-fille est une salope, et que son fils n'est bon qu'à se saouler, et qu'ils lui prennent tout, et que la ferme, c'est pourtant sa ferme, et qu'il a tout fait avec ses 2 mains, et jamais un jour de repos. Et maintenant qu'il est vieux, il le laisse crever avec son machin dans la gorge, qu'il l'oblige à cracher tout le temps. Tout ça, c'est bien vrai, mais j'en ai rien à foutre. Absolument rien de rien. Mais n'empêche que je suis obligée d'écouter. Et, comme je disais, voilà un après-midi de foutu. Je ne peux même pas dormir parce que si le grand-père me voit fermer l'œil, ça l'agace et il trouve toujours le moyen de me réveiller. Par exemple en m'envoyant chercher une vache qui essaie de bouffer des feuilles de pommier ou autre chose. C'est con, une vache. Il n'y a pas plus con. Pourtant, elles ont la belle vie. Ça broute. Un point, c'est tout. On croit que ça pense à des tas d'idées à cause de leurs yeux de vache. Mais ça ne pense à rien. Ça ne comprend rien à rien. Ça sent mauvais, ça a peur de tout, et ça ne sait faire que des conneries. La preuve, c'est qu'il faut les garder. Un cheval, ça se débrouille tout seul, tandis que les vaches... J'avoue que je n'aime pas les vaches. Donc, tout à l'heure, quand grand-père sera en train de rouler sa cigarette, et il en aura pour un bout de temps parce qu'il n'est plus du tout adroit de ses mains et qu'avec le vent, le tabac bouge et qu'en plus il déchire le papier et qu'il faut boucher le trou avec un autre bout de papier en crachant dessus. Tout un fourbi. Alors là, je sauterai par-dessus le petit mur de pierre qui borde le champ du côté de la mer. Et comme grand-père regardera sa cigarette, il ne me verra pas partir et il ne m'appellera pas. Parce que quand il m'appelle, eh oui. Dès que je serai de l'autre côté du mur, je filerai par le pré en pente qui descend vers le petit ruisseau qui se jette sur la plage. Et hop, au revoir et merci. Après, le grand-père pourra
toujours crier tant qu'il voudra. Je ne l'entendrai même pas, parce qu'il ne crie pas fort à cause de son machin dans la gorge. Et si je ne l'entends pas, j'aurai mon après-midi devant moi. Je reviendrai ce soir pour l'aider à rentrer les vaches, parce que, bon, voilà, il ne faut pas exagérer, mais j'aurai profité d'un sacré bon moment. La première chose que je ferai, ce sera d'aller au bout du pré, où les deux haies font un coin. Il y a une andouille de poule qui a pris l'habitude de pondre là. Personne ne le sait à la ferme, mais moi je le sais. Une poule, c'est con, encore plus qu'une vache. Mais j'aime rudement gober les œufs. Ce serait bien rare qu'il n'y en ait pas plusieurs parce que je n'y suis pas allée voir depuis longtemps. La barbe, c'est quand la poule est dessus, en train de couver. Elle fait un raffut épouvantable quand je la bouscule et, naturellement, il faut que je fasse très attention parce que si le patron découvrait que je me tape des œufs frais, j'y aurais droit, hein, et pas avec le dos de la cuillère. Bon, après les œufs, j'irai tourner autour de la grande villa, au bord de la plage. La bonne femme de la villa est tout à fait gentille. Quand elle me voit tourner autour de la maison, elle me sourit, elle me fait signe, elle ouvre une boîte en fer pleine de gâteaux et elle m'en donne presque autant que je veux. D'ailleurs, c'est fou ce qu'ils peuvent manger dans cette ville-là. Et pas des saloperies comme à la ferme, des merveilles. La bonne femme adore me regarder manger. Ça la fait rire. Souvent, elle me dit « C'est pas possible, tu ne manges rien chez toi !» Évidemment que je ne mange rien. Déjà que les patrons mangent pas mieux que les cochons, c'est vous dire que le grand-père et moi... Ce n'est pas que le patron soit méchant, mais c'est comme ça. Et les copains du village ne sont pas plus gras que moi. Par chez nous, on est vraiment avare sur le manger. Et puis, la bonne femme de la villa me cause. Elle me dit qu'elle m'aime bien, que j'ai des beaux yeux, que je suis doux. Elle me tripote. Elle me dit « Viens ici ». Et elle me tripote. Et moi, ça ne me gêne pas. Il y a même des trucs agréables et ça lui fait plaisir et j'ai encore des gâteaux. Elle me dit des choses idiotes, avec une voix idiote. Les bonnes femmes, c'est con. Presque autant que les poules. Quand elle a fini, elle me dit « Allez, sauve-toi, tu vas te faire gronder ». Il ne faut rien exagérer. Le grand-père ne cogne pas souvent. Quelquefois, quand je suis partie trop longtemps, il se met un peu en colère, mais il ne fait pas mal. Il n'a plus la force. Bon, après, j'irai faire un tour sur la plage. Pas exactement sur la plage, mais sur la dune où il n'y a personne. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi tout le monde va sur la plage, où ça sent le mouillé et où le sable colle partout. C'est infect, le sable. Tandis que la dune est couverte d'herbes et d'odeurs épatantes. Je trouverai une place à l'ombre, derrière une butte, là où sont les terriers de lapins. C'est plein de lapins dans les dunes. Une fois, j'en ai attrapé un petit. Les petits ne se méfient pas et ils ne courent pas vite. C'est assez amusant, mais pas tellement. Là, je dormirai un peu parce que ça fait du bien quand on a beaucoup mangé. Mais pas trop longtemps, parce que je veux absolument aller voir la petite qui est dans le château, au bout du chemin de la plage. Pas à côté de la mer, hein, plus loin, en remontant. Cette petite-là, elle est extraordinaire. Elle n'est pas d'ici. Elle est arrivée avec tous les autres gens au début de l'été. La première fois que je l'ai rencontrée, elle se promenait toute seule sur la dune, au bord de la plage, là où commencent les rochers. Je crois que j'en avais jamais vu une aussi... Je ne sais pas comment dire. En tout cas, rudement mieux que toutes celles d'ici. Au début, ça n'a pas marché tout seul. Elle a fait des manières, mais je sais comment m'y prendre. Et de toute façon, je suis plus fort qu'elle. Depuis, on s'est revus souvent. J'arriverai par derrière le château. Elle sera sans doute en train de jouer dans le jardin.
Je l'appellerai tout doucement pour ne pas nous faire repérer parce qu'elle n'a pas le droit de sortir comme elle veut. Et moi, je n'ai pas le droit d'aller jouer dans le jardin. Ça, c'est normal. Mais qu'on ne la laisse pas sortir, alors là, les gens qui viennent l'été sont bizarres. Donc, je l'appellerai tout doucement. D'abord, elle fera mine de ne pas m'entendre, parce qu'elles sont toutes comme ça. Et puis, elle se faufilera par le trou du grillage à côté du puits. Personne ne connaît ce trou-là, que nous deux. Mais elle ne viendra pas me retrouver tout de suite. Elle fera comme si elle allait se promener de son côté, cette petite garce. Et je la suivrai parce que d'elle, je suis prêt à supporter plus que toutes les autres réunies. Bon, je finirai bien par la rejoindre. On marchera un peu ensemble dans les dunes, on se frôlera et je sentirai son odeur, qui est formidable. Moi, je sais bien ce que je veux, et quand je veux quelque chose, je l'ai. D'ailleurs, je suis la terreur du village, tout le monde le dit. Elle en a envie aussi, mais ce sera quand même tout un cirque avant d'y arriver. C'est l'habitude. Elle fait rudement bien mine de se défendre. Et je me tortille, et je mords, et je griffe, et tout. Cause toujours, ma jolie. Plus elle se défend, plus elle sent bon. Et comme c'est moi le plus fort, je finis chaque fois par avoir ce que je veux. Après, on fait un tour, on joue un peu, et après, on recommence. C'est une sacrée bonne journée que je vais passer. Voilà. Le grand-père prend son tabac et son papier. C'est le moment. Je m'écarte en douce. Il essaie de rouler le tabac avant de mouiller sa feuille. Quand il tire la langue, il ne regarde plus que le papier entre ses doigts. Encore un peu plus près du mur. Là, d'un seul coup, je peux être de l'autre côté. Je me ramasse. Je n'ai plus qu'à sauter. Médor, ici! C'est foutu. Pas d'œufs, pas de gâteau, pas de balade, pas de petite. Qu'est-ce qui me force à revenir? Pourquoi est-ce que je ne me sauve pas? Qu'est-ce que je risque? Ici, Médor, couché ici. Et je reviens me coucher. C'est con, un chien. C'est plus con que tout le reste. Un peu d'exotisme et de spiritualité avec la puja de Laila Gandhi. Je suis à Varanasi, ville connue également sous le nom de Bénarès. C'est ma première puja. Je suis bouleversée lorsque je comprends pour quelle raison tous ces gens sont ici. Ils ont rendez-vous avec le soleil. Ils se tiennent côte à côte, unis dans un même recueillement, liés par une même émotion, un même ami commun. Sadou en tenue orange et aux longs cheveux blancs, liseuse de bonne aventure au bindi flamboyant, propriétaire terrien à la bedaine généreuse, ma sœur Yogi au corps un peu sec, vendeur de tissus en belle tenue de ville, enfants de tous âges, famille, amis, inconnus, tous sont venus, tous debout, égaux devant le soleil. Tous les jours, à la même heure, sur les bords du Gange, du nord au sud de l'Inde, c'est le grand rassemblement, le rituel, la cérémonie d'offrande et d'adoration. On accompagne le soleil qui se couche. On le remercie d'avoir été là aujourd'hui. On le prie de revenir demain. Le Gange, les hommes et l'Inde tout entière célèbrent ce moment de communion, cette magie astrale,
tristement devenu banal pour beaucoup d'entre nous. La puja, c'est une heure entière de grand tumulte, de grande joie, de grande sérénité aussi. Les ghats s'animent, se métamorphosent, tel un tableau en mouvement. Ils accueillent cet élan collectif, musical, lumineux. On brûle un bâton d'encens, on chante, on tape des mains, on se tait et on médite. On regarde le ciel, on sourit. On allume une bougie, récite une prière, on porte ses pieds à l'eau afin de se purifier. On attend. Il est parti. C'est presque une transe, presque une danse. Je suis avec eux, assise sur les marches, à contempler ce moment hors du commun. Je prends conscience qu'à ce moment précis, ce sont des millions de personnes qui chantent en même temps, en un appel uni. Je chante aussi. Je ne comprends pas les mots, mais je comprends l'émotion. Elle est palpable, électrique. Me voici transportée par l'enthousiasme collectif. Mon cœur bat au rythme des tambours. C'est une parenthèse dans le temps maintenue en suspens pour mieux célébrer. À ce moment-là, plus rien n'a d'importance. Nous sommes les témoins de ce soleil qui passe et nous voyons en lui le signe heureux du destin. C'est presque alchimique. Et si c'était ça, la sagesse? Réussir à faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Je passe des journées entières assises face au Gange, à observer sa vie se dérouler sous mes yeux émerveillés. Alors que rien de spécial ne se produisait, j'avais pourtant ce sentiment que l'essentiel se déployait là, devant moi. Rire avec les enfants, partager les écouteurs de mon iPod avec les grands-mères qui viennent laver leur linge, me rendre compte de la beauté, de la joie et de la richesse de cette terre et de ces peuples, loin des images de misère trop facilement imprimées qui voltigent en nébuleuses incertaines autour de ce coin du monde. Pour gagner quelques roupies, Babou vend des cartes postales du Taj Mahal. Nous discutons sous le soleil de plomb. Il aile un vendeur de chai qui passe devant nous. Il en commande 2, ainsi que des gâteaux. Il plonge la main dans la poche de son pantalon usé et en ressort un billet fripé. Combien de temps ce billet-là avait-il passé dans cette poche? Combien de cartes postales a-t-il dû vendre pour le gagner? Babou, petit garçon de 10 ans, a décidé de m'offrir ce thé et avec lui les heures de travail que cela représenta. Il est inutile de vouloir l'en dissuader. La misère matérielle dont on parle souvent à l'évocation de l'Inde n'est pas la seule réalité. Remercier chaque jour le soleil d'exister donne une idée de ce que sont ces autres réalités, poétiques, colorées, généreuses. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Et pour terminer, invité par surprise de Philippe Delerme. Vraiment, ce n'était pas prévu.
On avait encore du travail à faire pour le lendemain. On était juste passé pour un renseignement. Et puis voilà. Tu dînes avec nous? Mais alors simplement, hein, à la fortune du pot. Les quelques secondes où l'on sent que la proposition va venir sont délicieuses. C'est l'idée de prolonger un bon moment, bien sûr, mais celle aussi de bousculer le temps. La journée avait déjà été si prévisible. La soirée s'annonçait si sûre et programmée. Et puis voilà. En 2 secondes, c'est un grand coup de jeune. On peut changer le cours des choses au débeauté. Bien sûr, on va se laisser faire. Dans ces cas-là, rien de gourmet. On ne va pas vous cantonner dans un fauteuil côté salon pour un apéritif en règle. Non. La conversation va se mitonner dans la cuisine. Tiens, si tu veux m'aider à éplucher les pommes de terre. Un épluche légumes à la main. On se dit des choses plus profondes et naturelles. On croque un radis en passant. Invité par surprise, on est presque de la famille, presque de la maison. Les déplacements ne sont plus limités. On accède au recoin, au placard. Tu la mets où ta moutarde? Il y a des parfums d'échalotes et de persil qui semblent venir d'autrefois, d'une convivialité lointaine. Peut-être celle des soirs où l'on faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Les paroles s'espacent. Plus besoin de tous ces mots qui coulent sans arrêt. Le meilleur à présent, ce sont ces plages douces entre les mots. Aucune gêne. On feuillette un bouquin au hasard de la bibliothèque. Une voix dit « Je crois que tout est prêt ». Et on refusera l'apéritif. Bien vrai. Avant de dîner, on s'assoira pour bavarder autour de la table mise, les pieds sur le barreau un peu haut de la chaise paillée. Invité par surprise, on se sent bien, tout libre, tout léger. Le chat noir de la maison lové sur les genoux, on se sent adopté. La vie ne bouge plus. Elle s'est laissée inviter par surprise. Voilà, je vous retrouve le mois prochain dans une nouvelle émission Les mots bourlingués. Et en attendant, vous avez les podcasts sur le site de Jade FM 99.7. Échappez-vous. Et comme Médor, je vous souhaite de passer une sacrée bonne journée. Ciao!